Le pauvre petit garçon sans abri écrivit une lettre au Père Noël, mais un PDG millionnaire la trouva et changea sa vie. Le vent sifflait entre les immeubles du quartier de la Guillotière, emportant avec lui les derniers vestiges d'automne. La ville de Lyon se couvrait peu à peu d'un manteau blanc, recouvrant trottoirs et toits d'une fine couche de neige. C'était la veille de Noël, mais l'ambiance festive semblait appartenir à un autre monde pour Théo, 9 ans, et sa mère, Élodie. Depuis qu'ils avaient été expulsés de leur petit appartement du 3e étage, victimes d'une spirale de dettes insurmontable, ils survivaient comme ils pouvaient, dormant là où la nuit les surprenait, parfois dans un centre d'accueil, parfois sous un pont, mais souvent comme ce soir-là sous la marquise métallique d'un vieux magasin fermé. Théo était recroquevillé contre sa mère, enveloppé dans un manteau trop grand pour lui. Ses joues rougies par le froid semblaient presque givrées, et ses doigts tremblaient malgré les gants en laine effilochés qu'Élodie lui avait donnés. Autour d'eux, les rires d'enfants bien au chaud dans leur maison résonnaient à travers les fenêtres illuminées. Pourtant, Théo gardait dans son sac d'école usé un cahier de devoirs, des crayons cassés et un livre de lecture. Il continuait à aller à l'école publique du quartier, même si ses camarades commençaient à remarquer qu'il portait souvent les mêmes vêtements et qu'il sentait parfois le froid, ce froid qui s'incrustait dans la peau et les os. Élodie faisait de son mieux pour préserver une certaine normalité. Elle insistait pour que Théo fasse ses devoirs, pour qu'il se brosse les dents avec un peu d'eau en bouteille, pour qu'il ne perde pas espoir. Mais elle aussi était fatiguée. Fatiguée de chercher un travail qu'on ne lui proposait jamais, fatiguée des regards condescendants ou indifférents, fatiguée d'avoir peur chaque nuit. Malgré cela, elle gardait la tête haute devant son fils. Ce soir-là, Théo tenait entre ses genoux un morceau de papier froissé qu'il avait récupéré dans une poubelle propre. Il y avait tracé, avec un crayon cassé, les mots les plus sincères qu'un enfant pouvait adresser au Père Noël. Pas de jeux vidéo, ni de jouets à piles, ni de vélo rouge comme celui qu'il avait vu dans une vitrine. Seulement une demande simple, presque déchirante. « Cher Père Noël, je ne veux rien pour moi cette année. Je veux juste une maison chaude pour ma maman et un peu de paix. C'est tout. » Il relut sa lettre plusieurs fois. Chaque mot avait été pesé. Il savait que le Père Noël, s'il existait, devait recevoir des milliers de lettres chaque jour. Mais peut-être que, s'il la faisait voler, elle aurait plus de chance d'arriver jusqu'à lui. Théo avait entendu dire que le vent pouvait porter les messages jusqu'au pôle Nord. Alors, avec la naïveté d'un cœur pur, il décida d'y croire. Élodie, assise à côté de lui, observait sans intervenir. Elle savait que cela faisait du bien à Théo de croire en quelque chose, même si elle, depuis longtemps, avait cessé de croire au miracle. Les bras croisés, le visage marqué par les épreuves, elle regardait son fils comme on regarde la seule lumière au bout d'un tunnel sans fin. Il lui donnait la force de tenir, jour après jour. Autour d'eux, la ville célébrait. Les guirlandes clignotaient dans les rues, les chants de Noël s'échappaient des radios, et les vitrines débordaient de tentations inaccessibles. Théo n'en était pas jaloux. Il était juste triste que sa maman ne puisse pas sourire davantage, que ses nuits soient si froides, que leurs rêves se résument à un matelas dans un foyer qui ne peut les accueillir que 2 nuits par semaine. Théo replia soigneusement sa lettre, la glissa dans une vieille enveloppe jaunie et la regarda longuement. Il murmura un vœu, puis se leva doucement. Il fouilla dans un sac en plastique qu'ils utilisaient pour transporter leurs affaires et sortit un sac plus léger, transparent. Il le gonfla tant bien que mal avec l'air glacé de la nuit, puis y attacha l'enveloppe à l'aide d'un fil trouvé dans la rue. Ce n'était pas vraiment un ballon, mais dans son esprit, c'était suffisant. Il tenait quelque chose de magique. Élodie, les yeux embués, regardait son fils avec une tendresse mêlée d'inquiétude. Elle savait que ce genre de geste ne changerait rien à leur réalité, mais elle n'eut pas le cœur de l'en empêcher. Il avait besoin d'espérer, qu'il avait besoin d'y croire, même juste un instant. Alors, sous ce ciel noir percé d'étoiles, Théo lâcha son ballon de fortune. L'ensemble s'éleva lentement, vacillant, hésitant, puis prit de la hauteur, porté par une bourrasque inattendue. Il suivit des yeux son envol, le cœur battant, comme si chaque mètre parcouru dans le ciel rapprochait un peu plus sa prière d'un miracle. Et dans ce silence d'hiver, entre le froid mordant et la tendresse fragile d'une nuit sans toit, une lettre écrite par un enfant au cœur brave s'éleva dans les airs, prête à changer le destin de ceux qui oseraient encore écouter. La nuit s'était installée avec une rigueur implacable sur la ville de Lyon.
Le vent, toujours plus vif, serpentait entre les ruelles, soulevant parfois des papiers abandonnés, dérangeant les feuilles mortes coincées dans les caniveaux. Le sac plastique improvisé que Théo avait transformé en ballon n'avait rien d'aérodynamique, mais porté par un courant capricieux, il avait pris de la hauteur, s'élevant au-dessus des toits du quartier populaire. Attachée à lui, la lettre s'agitait, battant comme une voile minuscule, cherchant un cap sans le savoir. Pendant ce temps, Théo s'était recouché contre sa mère, le regard toujours tourné vers le ciel. Il avait vu le sac disparaître derrière les cheminées d'un immeuble voisin, aspiré par le souffle glacé du vent. Pour lui, la trajectoire n'avait pas besoin d'être parfaite. L'essentiel était que la lettre ait quitté le sol. C'était tout ce qu'il pouvait faire. Ensuite, il fallait attendre, pas un miracle, mais peut-être une sorte d'attention quelque part. Il n'imaginait pas une seule seconde ce que ce geste allait déclencher. Le vent, justement, redoublait de force au-dessus de la presqu'île. Portée par les courants d'air chaotiques, la lettre traversa les boulevards illuminés, évitant les antennes, contournant les enseignes lumineuses, jusqu'à survoler les toits du quartier des affaires. Là, dominant les immeubles haussmanniens et les constructions modernes, se dressait une tour de verre et d'acier, silhouette nette et élégante au cœur du centre-ville. C'était le siège de la Morotech, entreprise spécialisée dans les technologies de l'information et les solutions numériques pour les grandes entreprises européennes. Le genre d'endroit où personne ne lève les yeux vers le ciel, surtout pas en hiver. Mais cette nuit-là, alors que la plupart des employés étaient partis célébrer Noël en famille ou entre collègues, une lumière restait allumée à l'ultime étage du bâtiment. La terrasse du penthouse, normalement balayée une fois par semaine par une équipe d'entretien, était ce soir-là vide, froide, exposée au vent. Le sac de Théo, poussé par une dernière rafale, vint s'y poser sans bruit. Il heurta la rambarde de sécurité, glissa quelques centimètres, puis s'immobilisa contre une grille métallique. La lettre, froissée mais intacte, resta coincée entre deux barreaux. Personne ne la vit tomber. Personne n'était là pour remarquer l'intrusion de ce message inattendu dans un monde de verre, d'acier et de chiffres. Pourtant, ce morceau de papier était bien réel, tangible, et surtout porteur d'une voix que personne n'avait encore entendue dans cet univers trop lisse. Une voix simple, honnête, douloureusement sincère. La voix d'un enfant que la ville avait rendu invisible. Au petit matin, la neige avait cessé de tomber. Le ciel était clair, dégagé, laissant filtrer les premiers rayons d'un soleil timide. La terrasse brillait d'un éclat glacé. C'est à ce moment précis que Laurent Moreau, fondateur et PDG de la Morotech, sortit sur la terrasse pour son rituel quotidien. Tous les matins, il buvait son café noir en silence face à la ville, observant les rues en contrebas comme un général contemplant son territoire. Ce matin-là, pourtant, quelque chose perturba la routine. Il marcha vers la rambarde, une tasse fumante à la main, et aperçut le sac plastique accroché au bar. Il fronça les sourcils. Ce n'était pas commun. Intrigué, il s'approcha et découvrit le morceau de papier attaché. Il le dégagea avec précaution, remarquant l'écriture enfantine et les plis grossiers du papier. Il faillit le jeter, pensant à une plaisanterie, un papier quelconque emporté par le vent. Mais quelque chose retint son geste. Il lut. « Je ne veux rien pour moi cette année. Je veux juste une maison chaude pour ma maman et un peu de paix. C'est tout. » Les mots s'étaient imprimés en lui d'une manière immédiate, brutale. Il les relut, lentement, puis encore une fois. Il regarda autour de lui comme pour s'assurer que personne ne l'avait vu lire cela. Il y avait dans ces lignes quelque chose d'étrangement honnête. Rien n'était exagéré, rien ne cherchait la pitié. C'était une demande directe, presque sèche, mais empreinte d'un poids que Laurent n'avait plus ressenti depuis longtemps. Il rentra à l'intérieur, la lettre toujours en main, posa sa tasse sur le bureau, s'assit dans son fauteuil ergonomique et la relut encore, cette fois à voix basse. Il pensa d'abord à une stratégie marketing déguisée, une expérience sociale, un message viral, quelque chose d'orchestré. Mais non, l'enveloppe était trop sale, le papier trop abîmé, l'écriture trop maladroite. Ce n'était pas une mise en scène, c'était réel. Il resta là immobile durant plusieurs minutes. Son esprit, habitué au bilan trimestriel, aux projections à long terme, aux réunions interminables avec des actionnaires anonymes, refusait d'ignorer ce billet. Il aurait pu le jeter, classer l'incident comme une bizarrerie de plus dans ce monde où tout finit par s'expliquer. Mais il ne le fit pas. Il conserva la lettre.
Il la glissa dans la poche intérieure de sa veste, comme si elle représentait quelque chose de précieux ou de dangereux. Le reste de la journée se déroula normalement, du moins en apparence. Laurent assista à 2 visioconférences avec des clients, signa des contrats, valida des budgets. Mais son esprit vagabondait, incapable de se détacher de cette lettre. Elle n'avait ni adresse, ni nom de famille, ni indice concret. Mais les mots continuaient de résonner. Une maison chaude pour ma maman. Un peu de paix. Ce n'était pas une lettre ordinaire, et même s'il ne voulait pas encore l'admettre, elle avait déjà commencé à ébranler quelque chose en lui. Une fissure, un déplacement subtil dans la mécanique bien huilée de son quotidien. Un sentiment qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas de compassion, non, mais un inconfort profond, difficile à nommer. Un rappel que quelque chose, quelque part, n'allait pas. Et que cette lettre, tombée par hasard sur sa terrasse, était peut-être le déclencheur de quelque chose de plus grand qu'il ne le soupçonnait encore. Il n'en parla à personne ce jour-là, pas à ses assistants, ni à son équipe rapprochée. Il préféra garder le silence, observant de loin les premiers effets que cette missive, pourtant silencieuse, avait déjà sur lui. Ce qu'il ignorait, c'était que la lettre n'avait pas seulement changé son regard. Elle allait bientôt changer sa vie. Le lendemain matin, le ciel était d'un gris uniforme, suspendu au-dessus de la ville, comme une nappe de silence humide. Le froid persistait, plus mordant encore que la veille. Laurent Moreau se réveilla tôt, comme à son habitude. Il n'avait jamais été un adepte des grasses matinées. Sa routine était réglée au millimètre, chaque geste optimisé, chaque minute valorisée. Pourtant, ce jour-là, alors qu'il se tenait devant sa salle de bain, les yeux rivés sur son reflet, il ressentit une tension sourde. Ce n'était pas physique, c'était mental. La lettre, il avait rêvé d'elle, sans vraiment s'en rendre compte. Pas du contenu, ni du garçon qui l'avait écrite, qu'il ne connaissait pas, mais de la sensation qu'elle lui avait laissée. Un mélange confus de gêne, de pitié et de quelque chose de plus diffus, une forme de révolte silencieuse. Il n'avait pas pleuré, bien sûr que non. Ce genre d'émotion était enfoui sous des années de maîtrise de soi, mais il avait ressenti une gêne réelle, tenace, qu'il avait suivie jusque dans ses pensées nocturnes. Une fois arrivé au siège de la Moreau Tech, il salua rapidement les membres de son comité de direction qui croisaient son chemin. Il entra dans son bureau sans ralentir, déposa sa sacoche en cuir sur le meuble près de la fenêtre et sortit la lettre de la poche de sa veste. Elle était froissée, tachée par endroits. Il la relut encore, malgré lui. Les mots étaient simples, mais ils restaient présents, comme s'ils s'étaient imprimés dans sa mémoire de façon indélébile. Le ton n'était pas plaintif. Ce n'était pas une lettre de supplication. Et c'est peut-être cela qui dérangeait le plus Laurent. Elle ne cherchait pas à attendrir, à provoquer un élan de charité. Elle disait ce qu'elle avait à dire. Un enfant demandait un abri pour sa mère, une maison chaude. Pas un manoir, pas un miracle. Juste un toit et un peu de calme. Ce besoin basique, dépouillé de tout ornement, frappait l'homme qui, chaque jour, négociait des contrats valant plusieurs millions d'euros, comme un rappel brutal de ce que la société préférait ignorer. Alors, dans un geste inhabituel, il appuya sur le bouton de son interphone et demanda à Claire, son assistante personnelle, de venir le voir immédiatement. Claire était une femme rigoureuse, discrète, efficace. Elle gérait son agenda, filtrant les sollicitations, assurant que chaque seconde de son patron soit consacrée à quelque chose de stratégique. Lorsqu'elle entra, elle fut surprise de le voir penché sur une feuille manuscrite, au lieu d'un dossier financier ou d'un rapport trimestriel. « Claire, dit-il sans lever les yeux, j'ai besoin que vous m'aidiez à trouver la source de cette lettre. » Elle s'approcha, lut rapidement le contenu, fronça légèrement les sourcils, puis reposa le papier sur le bureau. « Vous pensez que c'est sérieux ?» demanda-t-elle. « Ce n'est pas une blague, ce n'est pas non plus une manœuvre de communication. Regardez l'état du papier et l'enveloppe. Rien ici ne semble fabriqué, et surtout, regardez les mots. C'est brut, authentique. » Claire acquiesça sans commenter davantage. Elle comprenait que, pour que Laurent Moreau s'attarde autant sur un détail aussi personnel, c'est que quelque chose, au fond, l'avait sincèrement touchée. Elle n'avait jamais vu son supérieur aussi absorbé par quelque chose qui n'était ni un problème technique, ni une question d'affaires. « Très bien, dit-elle, je vais faire quelques recherches. Cela va prendre un peu de temps. Il n'y a pas de signature, pas d'adresse.
Juste le prénom de la mère, Élodie, et l'écriture d'un enfant. Commencez par les écoles, les foyers d'accueil, les associations de soutien à l'enfance. Utilisez tout ce que nous avons comme réseau, mais faites-le discrètement. Pas de publicité, pas un mot à la communication. Je ne veux pas qu'on en fasse une histoire médiatique. Claire nota les instructions, hocha la tête et sortit du bureau, laissant Laurent à ses réflexions. Il resta assis là, immobile, le regard perdu dans les grandes baies vitrées de son bureau, qui offraient une vue panoramique sur la ville. Les voitures formaient des rubans de lumière lente sur les avenues gelées. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, pressèrent le pas. Aucun d'eux ne savait ce que signifiait cette lettre, et lui-même ne savait pas encore pourquoi elle l'avait autant marqué. Mais il savait une chose, il ne pouvait pas la laisser de côté. Il tenta de se plonger dans les tâches du jour, un appel à Berlin, une négociation avec une start-up en Espagne, un projet de fusion en discussion. Mais chaque fois que son esprit commençait à se concentrer sur une ligne de chiffres, l'image du papier froissé réapparaissait. Ce n'était pas une distraction, c'était une urgence intérieure. Vers la fin de la journée, Claire revint avec quelques premiers éléments. Elle avait déjà contacté plusieurs écoles publiques du centre-ville, ainsi que 2 associations connues pour leur travail avec les familles sans-abri. La tâche n'était pas simple, mais elle avait l'intuition que la piste était sérieuse. Plusieurs enseignants lui avaient dit avoir vu des enfants vivant dans des conditions précaires, mais sans indice plus précis, ils ne pouvaient pas identifier l'auteur de la lettre. « Je continuerai demain », dit-elle. « J'ai demandé à une amie à la mairie de m'aider à recouper des dossiers sociaux. Si ce garçon est scolarisé, on finira par le trouver. » Laurent la remercia, ce qui, venant de lui, était rare. Puis il resta seul, longtemps après que les bureaux se soient vidés. Il se leva, marcha jusqu'à la terrasse là où la lettre avait été trouvée. Le vent était retombé, mais l'air restait tranchant. Il s'accouda à la rambarde et regarda en contrebas. Quelque part dans cette ville immense, un enfant avait trouvé la force d'écrire à un Père Noël qu'il savait peut-être imaginaire. Et cette lettre, au lieu de se perdre dans les égouts, avait atterri précisément sur la terrasse d'un homme capable de changer quelque chose. Mais ce changement, Laurent ne savait pas encore s'il en était vraiment capable. Ce n'était pas une question de moyens, c'était une question de choix, de volonté, d'engagement et surtout de conséquences. Car à partir du moment où l'on choisit d'agir, on ne peut plus faire marche arrière. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension latente chez Laurent Moreau. Rien d'apparent, rien qui transparut dans son attitude professionnelle ou ses prises de parole habituelles. Il restait calme, organisé, précis dans ses décisions, mais ses pensées étaient occupées, envahies même par la lettre de cet enfant inconnu. Ce document, si simple en apparence, avait pénétré une zone de son esprit qu'il croyait depuis longtemps fermée. Il ne s'agissait pas de charité ni de stratégie. C'était un besoin presque physique de comprendre, de savoir d'où venait cette voix, à qui elle appartenait réellement, et pourquoi elle avait provoqué en lui un tel ébranlement. Claire, fidèle à ses engagements, intensifia ses recherches. Elle n'était pas du genre à faire les choses à moitié, surtout lorsqu'elle pressentait que son patron s'impliquait personnellement dans une affaire. Son efficacité provenait non seulement de son sens méthodique, mais aussi de sa capacité à établir des liens, à obtenir des informations sans éveiller de soupçons. Elle savait que dans ce genre de situation, la discrétion était essentielle. Laurent n'avait pas besoin de publicité, encore moins d'en faire une affaire publique. Il voulait des faits. Et Claire savait où chercher. Elle commença par dresser une carte des écoles publiques de Lyon, susceptibles d'accueillir des enfants issus de familles précaires. Elle contacta discrètement les directeurs et directrices, se faisant passer pour une chercheuse en sciences sociales mandatée par une fondation privée. Elle posait des questions ciblées sur les élèves dont la situation semblait instable, les enfants discrets mais présents, ceux qui arrivaient souvent avec les mêmes vêtements ou sans collation dans leur sac. Les réponses étaient prudentes, mais plusieurs enseignants mentionnèrent des cas préoccupants. Parmi eux, un nom revenait à 2 reprises. Théo. Un garçon calme, intelligent, souvent fatigué, dont la mère, Élodie, avait été vue plusieurs fois à la sortie de l'école avec un sac à dos et une couverture roulée. Claire orienta alors ses recherches vers les associations locales. Elle rencontra des bénévoles, des travailleurs sociaux, des responsables de foyers temporaires. À l'aide de quelques photocopies de la lettre, en prenant soin de masquer le contenu exact, elle demanda s'ils reconnaissaient l'écriture, ou au moins le style.
La plupart secouèrent la tête. Mais dans un petit centre d'accueil du 7e arrondissement, une femme d'une cinquantaine d'années, nommée Madame Lefebvre, sembla marquée par ce qu'elle voyait. Cette écriture. Elle me dit quelque chose. Attendez, Théo. Oui, c'est lui. Il m'a montré un jour une lettre qu'il écrivait. C'était pour le Père Noël. Il ne voulait pas de jouets, non. Il voulait juste un endroit pour dormir et que sa mère arrête de pleurer la nuit. Claire sentit une montée d'adrénaline. Elle nota les informations avec soin, demanda des détails sur le garçon, sa situation, son comportement. Madame Lefebvre raconta comment Théo arrivait toujours en classe, même les jours les plus froids, comment il s'endormait parfois sur son cahier et comment il refusait d'accepter les collations que les autres élèves partageaient. Il disait qu'il devait en garder pour sa mère. La solidarité de certains enseignants l'avait aidé à tenir. Mais la famille passait souvent entre les mailles des filets sociaux. Trop fière, trop méfiante, toujours en mouvement. Avec ces données, Claire compila un dossier complet qu'elle mit sous pli avant de retourner au siège de Morotech. Elle avait hésité à inclure les détails les plus sensibles, mais elle savait que Laurent attendait des réponses concrètes. Quand elle entra dans son bureau, il interrompit immédiatement sa visioconférence avec un investisseur américain. Le regard qu'il lui adressa montrait à quel point il attendait ce moment. Elle posa le dossier sur son bureau. Il le prit, l'ouvrit et lut dans un silence absolu. Il découvrit d'abord le nom complet du garçon, Théo Marchand, né à Lyon, 9 ans, scolarisé à l'école primaire Anatole France. Sa mère, Élodie Marchand, 38 ans, ancienne auxiliaire de vie, a perdu son emploi à la suite d'un congé maladie prolongé, sans indemnité suffisante. Expulsés de leur logement social 4 mois auparavant. Hébergement précaire depuis, centre d'accueil temporaire, foyer surchargé, parfois la rue. Aucune famille proche connue. Dossier social en attente de traitement. Statut administratif incertain, malgré une demande de réinsertion en cours. Les mains de Laurent tremblaient légèrement en tenant les feuilles. Il lut tout, chaque ligne, chaque annotation manuscrite ajoutée par Claire ou les bénévoles. Il vit une photo prise à la sortie d'une association où l'on apercevait Théo serré contre sa mère, emmitouflé dans un manteau qui visiblement appartenait à un adulte. L'enfant souriait. Ce sourire, fragile, discret, presque timide, le frappa davantage que tous les mots lus jusqu'ici. Il referma le dossier, resta un moment silencieux, puis fixa Claire avec intensité. « Merci, vraiment. Je veux les rencontrer. » Claire resta un instant interdite. « Vous voulez dire... personnellement ? Oui, mais sans caméra, sans journaliste, sans protocole, pas en tant que PDG. Je veux juste leur parler, voir de mes propres yeux, comprendre ce que je peux faire, sans filtre. Mais je veux que ce soit vrai, pas une opération de communication. Je veux y aller seul. » Claire acquiesça, comprenant qu'il ne s'agissait plus d'un simple caprice passager. Laurent était sincère. Il ne cherchait pas à redorer son image, ni à faire le bien pour se donner bonne conscience. Quelque chose s'était ouvert en lui, quelque chose d'ancien, de profond, qu'elle ne comprenait pas encore complètement. Mais elle savait que ce genre de démarche n'était pas anodine, et qu'elle allait entraîner des conséquences. Elle promit de s'occuper de l'organisation, de vérifier où se trouvaient Théo et Élodie à ce moment-là, et de fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais. Laurent, seul à nouveau dans son bureau, regarda longuement la photo du garçon. Il n'avait pas de plan précis, pas de solution miracle à proposer. Il n'était pas venu là pour sauver qui que ce soit. Mais il avait décidé de ne pas rester immobile. Il n'allait pas détourner le regard. Parce que pour une fois, ce n'était pas une question de logique, de stratégie ou d'avantage. C'était une question de regard, d'humanité. Le samedi suivant, Lyon était balayé par un vent sec, plus tranchant que les jours précédents. Le ciel avait perdu sa teinte grise uniforme et laissait apparaître quelques bandes pâles de lumière à travers les nuages bas. Le quartier de Guerland, plus au sud, semblait vivre à un rythme plus lent, presque résigné face au froid persistant. Dans un petit appartement administratif attenant à un centre d'hébergement transitoire, Madame Lefebvre, la professeure que Claire avait rencontrée quelques jours plus tôt, préparait un café instantané dans une tasse ébréchée tout en relisant des bulletins scolaires. Elle savait que son témoignage avait été le déclic, celui qui permettrait peut-être à Théo et à sa mère de sortir enfin de la spirale infernale où ils se débattaient depuis trop longtemps. Pendant ce temps, dans les bureaux silencieux de Morotech, Laurent était arrivé exceptionnellement tôt, un samedi,
sans chauffeur ni assistant. Il n'avait prévenu personne de sa présence, hormis Claire, qui lui avait remis la veille un dossier mis à jour. Elle avait obtenu des informations précises sur l'endroit où Élodie et Théo se trouvaient. Ils avaient été admis pour quelques jours dans un centre d'accueil, situé non loin de la place Jean Massé, dans une structure gérée par une ONG locale. La capacité d'hébergement y était limitée, les lits souvent partagés entre plusieurs familles par roulement, et l'intimité y était presque inexistante, mais c'était toujours mieux que la rue. C'était là que vivait Théo depuis une semaine, partageant un matelas avec sa mère, entouré d'autres enfants. De cris, de silences pesants, de regards vides. Laurent relut une fois de plus les éléments que Claire avait réunis. Il y avait des copies de carnets de scolaires, des notes d'observation, des lettres échangées entre services sociaux et associations. Il n'y avait rien de spectaculaire, juste des constats froids, administratifs, qui ne laissaient aucune place à la réalité vécue. Une réalité dans laquelle un enfant de 9 ans se levait chaque matin, traversait la ville dans le froid, s'asseyait sur une chaise d'écolier, écoutait, écrivait, se taisait, tout en sachant que rien n'était garanti pour le lendemain. Pas même un endroit où dormir. Dans l'une des pièces du centre, Théo terminait un dessin qu'il voulait offrir à sa mère, une maison avec 2 fenêtres, un petit jardin et un ciel bleu. Il utilisait les derniers crayons de couleur que Madame Lefebvre lui avait donnés, les gardant précieusement dans une trousse cousue à la main. Élodie, assise à côté de lui, relisait les formulaires d'inscription à un programme d'aide au logement, sans trop y croire. Elle avait rempli des dizaines de dossiers semblables. Elle connaissait déjà les réponses, ou plutôt les silences. Plus tard, dans la matinée, Claire se rendit en personne sur place, respectant la promesse de Laurent. Aucun journaliste, aucune caméra, aucune trace publique. Elle demanda à parler à la responsable du centre, expliqua qu'un ami de la famille souhaitait rencontrer discrètement Élodie et Théo. La prudence était de mise. On leur avait déjà promis tant de choses, tant de fois. Les travailleurs sociaux étaient naturellement méfiants, mais Claire savait parler aux gens, et sa sincérité finit par convaincre. Élodie accepta la rencontre, à condition qu'elle ait lieu sur place, dans une salle commune, sans appareil photo ni dossier à signer. Elle voulait comprendre qui était cet homme. Pourquoi maintenant? Pourquoi eux? Théo, lui, n'avait posé aucune question. Quand sa mère lui parla d'un visiteur inconnu, il eut simplement un regard curieux, puis hocha la tête. Peut-être pensait-il encore que le Père Noël existait vraiment, ou peut-être avait-il compris déjà que rien n'arrivait jamais sans raison. Laurent arriva seul, vêtu d'un manteau sombre, un bonnet tiré sur le front, sans le moindre signe de son statut. Il passa la porte d'entrée du centre sans se faire remarquer. La salle dans laquelle on l'attendait était simple, aux murs blancs, avec quelques affiches éducatives et des jouets cassés dans un coin. Il entra sans bruit, et leurs regards se croisèrent. Théo fut le premier à réagir. Il observa Laurent longuement, sans hostilité, mais avec une intensité étonnante. Pas de peur, pas de méfiance, juste cette attention particulière que les enfants réservent à ce qui sort de l'ordinaire. Élodie, quant à elle, était plus sur la défensive. Elle se leva, tendit la main, se présenta d'une voix mesurée. « Élodie Marchand. Et vous êtes ?»« Laurent », répondit-il simplement. Juste Laurent. Il s'assit en face d'eux, posa ses gants sur la table, regarda Théo. « C'est toi qui as écrit une lettre au Père Noël, n'est-ce pas? Je l'ai trouvée, par hasard. Elle est arrivée chez moi, et je crois qu'elle ne devait pas se perdre. » Théo ne répondit pas tout de suite. Il pencha légèrement la tête, comme pour évaluer la véracité de ce que l'homme venait de dire. « Vous l'avez vraiment lu? »« Oui, et je ne l'ai pas oublié. » Élodie baissa les yeux. Elle n'avait pas encore décidé si elle devait être reconnaissante ou inquiète. Elle avait vu trop de gens bien intentionnés faire de belles promesses, puis disparaître dès que les complications surgissaient. Mais quelque chose dans la voix de cet homme l'intriguait. Il n'était pas là pour se faire applaudir. Il n'était pas là pour distribuer des cadeaux ou faire un discours. Il posait des questions simples. Il écoutait, sans interrompre. La conversation dura une 40aine de minutes. Laurent ne parla presque pas de lui. Il posa des questions sur leur quotidien, sur les écoles, les centres, les démarches administratives. Élodie répondit avec honnêteté, parfois avec froideur, parfois avec lassitude. Théo parlait peu, mais chaque fois qu'il intervenait, ses mots étaient précis, lucides, sans détour. Il expliqua comment il faisait pour rester propre, pour ne pas s'endormir en classe, pour éviter que ses camarades posent trop de questions. À la fin de la rencontre,
Laurent sortit un petit carnet de son manteau, écrivit quelque chose, le déchira et le glissa dans une enveloppe. « Ce n'est pas une promesse, dit-il. Juste une semaine, un endroit chaud, un peu de calme. » Il posa l'enveloppe sur la table, se leva, remercia poliment et sortit sans rien ajouter. Il n'avait pas donné son nom complet, ni parlé de son entreprise. Il avait simplement tenu parole. Élodie ouvrit l'enveloppe en silence. À l'intérieur, il y avait un bon pour 7 nuits dans un hôtel modeste du centre-ville, payé à l'avance, petit déjeuner inclus. Rien de luxueux, mais propre, sûr, stable. Elle sentit sa gorge se serrer. Pas pour elle, pour Théo. Parce que, peut-être pour la première fois depuis longtemps, il allait pouvoir dormir sans avoir froid. Le lendemain de sa visite au centre d'accueil, Laurent ne parvint pas à se concentrer sur quoi que ce soit de concret. Les documents étalés sur son bureau semblaient soudain dénués de poids. Les chiffres des projections financières du prochain trimestre, d'ordinaire décisifs dans ses journées, paraissaient désormais distants, sans chair. Il avait dormi peu, non pas à cause d'un agenda surchargé, mais à cause de ce qu'il avait ressenti dans cette pièce blanche, modeste, où Élodie et Théo lui avaient parlé. Ce n'était pas de la pitié, encore moins de la culpabilité. C'était une reconnaissance douloureuse. Quelque chose de profondément enfoui en lui venait de remonter à la surface sans prévenir. Il passa la matinée à marcher dans son appartement, les mains dans les poches, la tête pleine d'images qu'il n'avait pas convoquées depuis des années. Il revoyait le petit village de l'Aveyron où il avait grandi, les matins glacés, où sa mère l'envoyait à l'école avec des chaussures qu'il avait déjà trop usées, les réchauds électriques qui servèrent de chauffage, et cette sensation constante que tout pouvait s'effondrer au moindre imprévu. Il avait oublié, ou du moins cru oublier. Il s'était construit une vie faite de contrôle, de stabilité apparente, d'exigences extrêmes envers lui-même et les autres. Il avait transformé la peur de manquer en moteur de réussite. Mais cette rencontre avec Théo et Élodie avait fissuré cette armure. En regardant la photo de sa mère, posée discrètement sur une étagère du salon, il comprit que c'était la première fois depuis très longtemps qu'il avait revu dans un autre visage les traits familiers de celle qu'il avait élevée seule. Il y avait dans le regard d'Élodie cette fatigue silencieuse, cette tension dans les épaules, cette retenue dans la voix, cette pudeur douloureuse qui n'a besoin d'aucun mot pour se faire comprendre. Il avait vu en elle un reflet fidèle de ce qu'avait été sa propre mère, pas dans les détails, mais dans la posture, dans la dignité discrète face à l'adversité. Et Théo, avec sa façon de poser les questions sans jamais se plaindre, de chercher des réponses sans exiger d'attention, lui rappelait lui-même à 9 ans, tentant de décoder le monde des adultes, sans jamais y trouver sa place. La ressemblance n'était pas physique, mais elle était frappante dans l'attitude, dans la manière de se tenir, de protéger sa mère du regard, de répondre calmement sans jamais se plaindre. Cela bousculait quelque chose que Laurent croyait avoir verrouillé à jamais. Il se rappelait les jours où il rentrait de l'école, trouvant sa mère silencieuse, les yeux fixés sur un courrier qu'elle ne comprenait pas ou qu'elle n'osait pas ouvrir. Il se rappelait les soirs passés à entendre les voisins crier, les bruits d'ascenseurs qui ne s'arrêtaient jamais à leur étage, les nuits sans chauffage où il s'enveloppait dans 2 pulls trop petits. Ce matin-là, assis seul dans le silence de son appartement lumineux, Laurent comprit que la lettre de Théo n'était pas arrivée chez lui par hasard, pas parce qu'un destin quelconque l'avait voulu ainsi, mais parce que son esprit était prêt, pour la première fois depuis longtemps, à entendre de nouveau cette voix qu'il avait été enfant. Et maintenant qu'il l'avait entendue, il ne pouvait plus faire semblant. Il se rendit au siège de la Morothèque plus tard que d'habitude. Lorsqu'il entra dans l'ascenseur privé menant à l'étage de direction, les couloirs étaient déjà animés. Il salua brièvement les employés, croisa Claire qui s'apprêtait à lui transmettre un compte-rendu de ses dernières recherches, mais il la coupa gentiment. « Claire, j'ai pris une décision. » Elle le regarda avec une certaine appréhension. « Je veux les aider, mais pas de manière ponctuelle. Pas juste pour une semaine d'hôtel ou un mois de loyer. Je veux créer quelque chose de plus stable, de plus vaste, quelque chose qui change vraiment leur situation, et pas seulement la leur. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle savait que lorsqu'il parlait ainsi, il n'était pas en train de proposer une idée vague. Laurent Moreau n'était pas un homme à demi-engagement. Lorsqu'il décidait, il allait au bout. « Vous pensez à un fonds, à une aide humanitaire, à un partenariat avec une ONG ? Non. Je veux quelque chose d'opérationnel, concret, qui sorte du papier.
Une structure parallèle à Morotech, soutenue par l'entreprise mais indépendante dans sa gestion. Une branche sociale, mais tournée vers l'éducation, le logement et l'accompagnement des enfants dans des situations de grande précarité. Une équipe dédiée, des objectifs mesurables. Et Théo sera le premier à en bénéficier. Claire comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'un projet philanthropique de plus. C'était une impulsion personnelle, issue d'une faille intime. Laurent était en train de transposer dans le monde réel un besoin qu'il portait en lui depuis trop longtemps. Il ne cherchait pas à corriger le passé. Il voulait empêcher qu'il se répète. Cela va demander des ressources importantes, du personnel, des budgets, de la coordination avec les pouvoirs publics. Je sais, mais c'est possible. On a les moyens. Ce qu'il faut maintenant, c'est la volonté. Pendant les jours suivants, Laurent mit de côté certains dossiers commerciaux et consacra de longues heures à la définition des contours de ce nouveau projet. Il contacta d'anciens collaborateurs dans le secteur associatif, consulta des spécialistes de l'inclusion sociale, fit venir des éducateurs et des juristes pour poser les bases d'une structure pérenne. Il ne voulait pas d'un projet vitrine. Il voulait une véritable institution, capable de résister aux cycles économiques et aux changements de direction. Il n'en parla pas encore à Théo ni à Élodie. Il préférait que les choses prennent forme d'abord, que ce ne soit pas une promesse creuse. Mais chaque décision qu'il prenait, chaque réunion qu'il menait, chaque document qu'il signait, portait désormais leur nom en arrière-plan. Ce fut la première fois depuis longtemps qu'il sentit son travail retrouver un sens profond. Non pas un sens stratégique ou financier, mais humain. Il ne savait pas encore si cela allait fonctionner. Il savait simplement que cela devait être tenté. Parce que Théo existait. Parce qu'il y avait d'autres enfants comme lui, et parce qu'il était temps, enfin, de faire quelque chose qui dépasse les murs confortables de son bureau de verre. Le lundi suivant leur rencontre, une atmosphère étrange dominait chez Morotech. Un silence pesant, inhabituel pour quelqu'un réputé pour maintenir un rythme effréné et nerveux dans son environnement professionnel. Laurent était là, mais absent. Son regard se fixait sur le vide, tandis que sa main, épouse de l'optimisation quotidienne, ne trouvait plus le geste exact pour manier le stylo, effacer une ligne ou fermer un dossier. Ce que lui avait tapé dans le cœur la veille, toute l'ombre de ce qu'il redoutait, prenait désormais forme. Dans son bureau immaculé et froid, il regardait la lumière filtrer sur le mobilier en verre, comme si chaque rayon accentuait l'écart entre ce monde si organisé qu'il avait construit et cette autre réalité intangible, faite d'incertitude, de vulnérabilité, de vie qu'on n'a pas choisie. Il revoyait le regard de Théo à la fois curieux et prudent. Ce garçon savait déjà trop de choses du monde des adultes, trop de choses qu'on préfère ignorer. Et maintenant, cet adulte précisait qu'il allait agir. Mais comment? Avec quels moyens? Et quel serait le prix humain et professionnel à payer? La journée avançait, et pourtant, rien ne se déroulait comme prévu. Les réunions de la matinée eurent lieu, mais Laurent lâchait les sujets avant même de les avoir réellement entamés. Il s'échappait dans des silences, dans des songes éveillés, où il se revoyait utiliser ses ressources autrement. Il revoyait sa mère dans l'Aveyron, assise à table, la lampe allumée alors que dehors c'était déjà le soir. Il se souvenait de l'odeur du pain rassis, de la bouillie tiède du matin, des mots rares et mesurés qu'elle déposait sur son cahier d'écolier, comme on dépose une prière modeste. Au déjeuner, Claire entendit ses pas dans le couloir. Sa présence se fit plus lourde, plus grave. Elle entra, calme, comme toujours, mais dans ses yeux se lisait un soupçon de tension inhabituelle. « Laurent, dit-elle, je crois qu'il faut qu'on parle. » Elle referma la porte derrière elle, s'installa devant son bureau, ne posa pas de questions immédiatement. Elle attendit qu'il ose le regard, qu'il regarde ailleurs que sur ses propres plans. Et il avait besoin de ce silence pour lâcher prise d'un geste simple, presque brutal. « Je suis bloqué, avoua-t-il, la voix rauque. Je ne sais pas comment avancer. J'ai promis une aide. J'ai dit quelque chose. » Il ne termina pas sa phrase. Il laissa le mensonge de la promesse suspendu dans l'air. Il réalisa la différence entre dire « je veux » et dire « je ferai ». Et il tremblait face à l'écart immense entre les deux. Le projet qu'il lançait, cette nouvelle structure solidaire, lui semblait à la fois crucial et effrayant. Claire posa la main sur le dossier bien organisé devant elle, comme une encre. Elle savait que ce qui était en train de naître était fragile et qu'une impasse n'était pas une défaite, tant qu'on savait la franchir. « Nous pouvons avancer un pas après l'autre, dit-elle simplement.
Nous avons des ressources humaines, juridiques, logistiques. Il y a des personnes prêtes à accompagner un projet concret. Il ne s'agit pas d'une opération médiatique, juste d'une promesse tenue. Et si ce pas vous semble intangible, nous pouvons le rendre tangible. Un plan, une échéance, un premier acte. Il leva la tête. Les mots résonnaient comme une bouée dans une mer troublée. Ce qu'il craignait, ce n'était pas l'échec organisationnel, non. Ce qui le terrifiait, c'était que ses intentions soient perçues comme une posture moraliste. Il savait les pièges d'un engagement public. Il voulait agir, mais sans que l'empathie devienne instrumentalisée. La vulnérabilité était rare dans son monde. Là, brusquement, elle était essentielle. « Très bien, souffla-t-il enfin. Faisons ce premier pas. Une étape simple. Un soutien mensuel pour le loyer d'une période. C'est modeste, mais c'est réel. » Claire hocha la tête. Elle ressentit qu'ils venèrent de franchir un seuil. Pas un grand geste, mais un geste réel. Un commencement. Plus tard dans l'après-midi, Laurent revit le dossier de soutien social qu'il avait fait venir. Il retravailla les chiffres, prit une décision concrète, un versement mensuel pour couvrir partiellement un loyer. Il finalisa le formulaire, le transmit à la comptabilité. Ce n'était pas l'institution qu'il souhaitait bâtir, mais c'était plus qu'une intention. Il s'absenta le reste de la journée, se perdit volontairement dans la ville. Il passa devant l'école où étudiait Théo. Il tira son manteau davantage, sans savoir pourquoi. Il savait qu'il oubliait quelque chose dans cette ville d'hiver, mais il respectait le vide comme un hommage aux vies effacées. Il rentra tard, le cœur épuisé. Ce soir-là, il réalisa que le premier acte, aussi minime fût-il, n'était pas l'idée qu'il avait eue. C'était le mensonge qu'il refusait de faire. Et ce choix, de ne pas renoncer à sa promesse, allait peser plus lourd, plus longtemps que n'importe quelle stratégie corporative. Dans la chambre modeste de l'hôtel où Élodie et Théo avaient passé leur première nuit au chaud depuis des semaines, le silence avait pris une texture particulière. Ce n'était pas le silence anxieux des dortoirs collectifs, troublé par les voix d'inconnus et les pleurs étouffés dans l'obscurité. Ce n'était pas non plus le silence inquiet de la rue, constamment brisé par le bruit des moteurs, des pas pressés ou des altercations nocturnes. C'était un silence nouveau, inhabituel, presque déroutant pour eux deux. Un silence d'intimité, de calme, un silence de murs épais et d'eau chaude qui coulait à volonté. Théo s'était endormi tôt, le visage encore marqué par une fatigue qu'aucune nuit normale ne suffirait à effacer complètement. Élodie, elle, était restée éveillée, allongée sur le lit d'appoint, les yeux fixés au plafond. Elle pensait à cet homme qui avait laissé une enveloppe sans son nom, sans explication, sans contrepartie demandée. Elle avait lu 1000 intentions derrière ce geste. Mais laquelle était la bonne? Était-ce une promesse déguisée? Un test? Une charité dégoulinante de pitié qui finirait par les abandonner, comme tant d'autres fois? Elle ne savait pas. Et c'était précisément ce qui l'angoissait le plus. Ne pas savoir où poser sa méfiance, ni comment la désarmer. Le lendemain matin, ils descendirent prendre le petit déjeuner dans la salle commune de l'hôtel. Théo, encore ensommeillé, mangea sans hâte, regardant les clients autour d'eux avec un mélange de curiosité et de retenue. Il n'était pas habitué à ce décor. Des nappes propres, des couverts alignés, une machine à café qui faisait du bruit de façon régulière, sans urgence. Il observait chaque détail comme un paysage temporaire, un rêve lucide dont il savait qu'il ne fallait pas trop s'attacher. Élodie restait sur la défensive. Elle remercia poliment la réceptionniste, remit les clés avec soin, vérifia les dates. Elle savait qu'ils avaient 6 nuits restantes. Et après, le retour à l'inconnu. Le dossier en cours à la mairie. La liste d'attente interminable pour un logement social. Les aides ponctuelles qui s'annulaient les unes les autres. Rien n'était jamais simple. Rien ne tenait jamais longtemps. Ce jour-là, Laurent hésita longuement avant d'appeler Claire. Il n'était pas certain de vouloir intervenir à nouveau aussi rapidement, de peur que ses gestes paraissent intrusifs. Mais l'image de Théo, de ce regard calme et éveillé, l'empêchait de passer à autre chose. Il demanda simplement à Claire de prendre des nouvelles discrètes, pas pour surveiller, pour savoir s'ils étaient bien, pour s'assurer que ce qu'il avait offert ne devenait pas un poids ou une source d'inquiétude supplémentaire. Claire s'exécuta sans discuter. Elle savait que Laurent ne cherchait pas à contrôler, mais à comprendre. Elle téléphona à la responsable du centre où Élodie avait été précédemment hébergée. Celle-ci lui expliqua que la mère et le fils
avait trouvé un équilibre fragile à l'hôtel, qu'il se montrait discret, poli, mais distant. Elle mentionna aussi que d'après Élodie, l'aide reçue ne changeait pas fondamentalement leur situation, elle repoussait seulement l'inévitable. Ce commentaire toucha Laurent plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il comprit que ce qu'il avait vu comme une solution temporaire, un répit offert, était peut-être perçu par Élodie comme une illusion de stabilité, une énième preuve que rien ne durait. Il sentit que, pour agir réellement, il devait aller plus loin. Il demanda à Claire de contacter discrètement un propriétaire avec qui l'entreprise avait déjà travaillé, un homme connu pour accepter des dossiers atypiques, à condition d'avoir des garanties solides. Le lendemain, Claire remit un nouveau dossier entre les mains d'Élodie. C'était une proposition de location pour un petit 2 pièces dans le 3e arrondissement, proche de l'école de Théo, modeste mais en bon état. Le loyer serait pris en charge par une organisation partenaire de Morotech, comme indiqué dans la lettre d'accompagnement. Pas de nom, pas de logo, pas de conditions. Juste une période couverte de 6 mois. Le temps de souffler, le temps de se reconstruire. Élodie lut les documents sans dire un mot. Elle les relut une seconde fois, puis une troisième. Son cœur battait vite, pas à cause de la joie, mais à cause du vertige. Elle voulait croire. Elle voulait voir en cette offre une main tendue, pas un piège. Mais chaque fois qu'elle avait osé y croire auparavant, cela s'était soldé par une humiliation ou une rechute encore plus dure. « Pourquoi nous ?» demanda-t-elle à Claire, les yeux fixés sur la feuille. Claire répondit avec calme, presque doucement. « Parce que quelqu'un a lu la lettre de Théo, et que cette lettre a changé quelque chose. Pas seulement dans un bureau, mais chez une personne. » Élodie ne répondit pas. Elle plia les feuilles, les rangea dans son sac. Théo, à côté d'elle, gardait le silence. Il avait compris. Il voyait sa mère lutter contre l'élan qui montait en elle, contre l'envie de dire oui trop vite. Il vit pour la première fois depuis longtemps une hésitation différente dans son regard. Pas une peur paralysante, une peur qui mesurait la valeur de ce qui était en jeu. Ils visitèrent le logement 2 jours plus tard. Le propriétaire, courtois et discret, leur montra les pièces, ouvrit les fenêtres, expliqua les modalités. Élodie posa peu de questions. Théo, lui, marchait lentement dans chaque recoin, touchait les murs, testait les interrupteurs. Il s'attarda longuement devant la petite chambre vide. Une vraie chambre, une porte qui se fermait, un espace à lui. Sur le chemin du retour, Élodie restait silencieuse. Elle ne donnait pas son avis, ni pour, ni contre. Mais quelque chose en elle s'était déplacé. Une pensée commençait à se former, fragile, timide. Et si cette fois c'était différent? Pas parfait, pas définitif, juste différent. Le soir, elle consulta Théo. Elle lui demanda pour la première fois depuis des mois ce qu'il pensait vraiment. Il répondit sans détour. Si on dit non, on retourne où? Et si on dit oui, peut-être qu'on dort tranquille pendant un moment. Cette phrase suffit. Ce n'était pas un plan sur 10 ans. Ce n'était pas une stratégie, c'était un pas. Et cette fois, elle choisit de le faire. Elle signa les papiers le lendemain. Claire récupéra les documents, fit suivre la confirmation. Le soir même, Laurent reçut un message bref sur son téléphone sans signature. Elle a accepté. Il lut, ferma les yeux un instant, puis rangea le téléphone sans répondre. Ce n'était pas une victoire, ce n'était pas une fin, mais c'était un début, un vrai. Depuis qu'ils avaient emménagé dans le petit 2 pièces du 3e arrondissement, Théo et Élodie apprenaient à réorganiser leur quotidien. Le changement de rythme ne s'était pas fait sans heurts. Pour la première fois depuis des mois, ils fermaient une porte à clé derrière eux sans avoir à s'excuser, sans avoir à regarder autour, pour s'assurer qu'aucun inconnu ne s'était approché durant la nuit. Théo rangeait ses affaires scolaires dans un petit placard à lui, allumait sa propre lampe de chevet et pouvait faire ses devoirs sans le vacarme habituel des centres d'hébergement. Élodie, elle, réapprenait à dormir plus de 3 heures d'affilée. Le silence de l'appartement la perturbait au début. Trop calme, trop paisible, comme si ce calme ne pouvait pas être vrai, pas durable. Elle craignait encore qu'on vienne frapper à leur porte, qu'on dise qu'il y avait eu une erreur, que ce logement n'était finalement pas pour eux. Théo, quant à lui, observait tout, avec une acuité que son âge ne trahissait pas. Il ne disait rien, mais il voyait bien que sa mère restait sur le qui-vive. Il savait que, malgré leur nouveau toit, une partie d'elle vivait encore dans la rue, dans les foyers,
dans l'attente permanente d'une mauvaise nouvelle. Il sentait qu'elle avait accepté l'aide, mais pas encore la paix. Et cette tension, il ne voulait plus la voir. Pas maintenant qu'ils avaient enfin un sol stable sous les pieds. Il décida alors de comprendre un peu mieux ce qu'il y avait derrière ce qu'ils avaient reçu. Qui était cet homme, vraiment, qui les avait aidés, sans rien demander? Pourquoi lui? Pourquoi eux? Il n'avait que 9 ans, mais son école disposait d'une petite salle informatique ouverte une fois par semaine sous la supervision d'un enseignant. Lors de la récréation, Théo demanda poliment s'il pouvait utiliser un ordinateur quelques minutes. Le professeur accepta, intrigué par cette requête inhabituelle. Une fois devant l'écran, Théo ouvrit un moteur de recherche. Il tapa simplement « Laurent plus Lyon plus technologie ». Il n'avait pas de nom de famille. Mais il savait que Claire avait prononcé le prénom à plusieurs reprises et que l'homme venait de ce monde-là, celui des ordinateurs, des entreprises. Les résultats ne se firent pas attendre. Le nom Laurent Moreau s'afficha partout, sur les sites économiques, dans les interviews, dans les journaux. PDG de Morotech, entrepreneur reconnu, fondateur de plusieurs initiatives technologiques en France. Photos, vidéos, citations. Il reconnut son visage immédiatement. C'était bien lui. Ce n'était pas un simple ami, comme Claire l'avait laissé entendre. C'était un homme important, très important. Théo resta figé un moment devant l'écran. Il n'était pas surpris, mais il ressentit un mélange de fierté et de peur. Pourquoi un homme comme ça s'était-il intéressé à eux? Que voulait-il vraiment? Il imprima une page avec la photo de Laurent, la plia, la glissa dans son cahier de français. Ce soir-là, il la montra à sa mère, sans un mot. Élodie prit le papier, le lut, relut le nom. Elle pâlit légèrement. « C'est lui » murmura-t-elle. Théo acquiesça. « Il s'appelle Laurent Moreau. C'est le patron d'une énorme entreprise. » Elle resta un long moment silencieuse, le cœur battant. Elle sentit la confusion l'envahir. Tout prenait une autre dimension. Ce n'était plus un geste désintéressé d'un inconnu croisé par hasard. C'était un choix délibéré d'un homme puissant, influent. Un homme qui aurait pu les ignorer comme tant d'autres l'avaient fait, mais qui avait choisi de s'impliquer. La peur revint. Si les médias l'apprenaient, si cela devenait un sujet d'actualité, si leur histoire était utilisée pour servir une image, elle avait trop vécu de promesses brisées pour croire que tout cela n'aurait pas de prix. Mais Théo, lui, ne semblait pas inquiet. Il ne voulait pas faire demi-tour, ni fuir. Il voulait comprendre. Il demanda à sa mère s'il pouvait revoir Laurent. Pour parler, pour poser des questions. Élodie hésita, puis résignée, elle accepta. Il valait mieux entendre les explications directement plutôt que nourrir des fantasmes et des peurs. Claire reçut l'appel d'Élodie le lendemain matin. Elle fut brève, polie, mais directe. Elle souhaitait un rendez-vous avec Laurent, en privé, avec Théo. Pas de tiers, pas de formalisme, juste une discussion. Claire transmit la demande sans délai. Laurent accepta aussitôt. Il proposa de les rencontrer dans un café discret du quartier Montplaisir en fin de journée. Le rendez-vous eut lieu 2 jours plus tard. La météo restait froide, mais sans neige. Le café choisi par Laurent était à l'écart, sans prétention. Une banquette au fond, une lumière tamisée, peu de clients. Lorsqu'Élodie et Théo entrèrent, Laurent était déjà là, une tasse de thé devant lui. Il se leva, leur serra la main, les invita à s'asseoir. « Merci d'être venu », dit-il simplement. Théo sortit la feuille imprimée de son cahier, la posa sur la table. « C'est vous ?» Laurent regarda la photo, puis le garçon droit dans les yeux. « Oui, c'est moi, Laurent Moreau, PDG de Morotech. » Élodie se pencha légèrement. « Pourquoi ne pas nous l'avoir dit dès le début ? Parce que je ne voulais pas que vous pensiez que mon aide venait d'un poste ou d'un titre. Je voulais que vous sachiez que c'était moi, l'homme, pas la fonction. » Théo resta silencieux. Il observait, évaluait chaque mot, chaque respiration. Laurent poursuivit. « Le jour où j'ai trouvé ta lettre, Théo, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer comme si de rien n'était. Je n'ai pas agi par charité. J'ai agi parce que j'ai vu en toi quelque chose de moi. Et parce que j'ai compris qu'il était temps de faire plus que simplement réussir. » Élodie croisa les bras. « Et maintenant, que voulez-vous faire ?» Laurent répondit sans détour. « J'ai lancé un projet. Une structure d'aide pour des enfants dans ta situation, avec des logements, du soutien scolaire, un accompagnement personnalisé. Pas une fondation, une organisation solide, avec des moyens réels. Et Théo sera le premier à en bénéficier. »
Le silence s'installa. Long, dense. Élodie regardait Laurent avec une attention nouvelle. Pas de colère, pas de gratitude précipitée, juste un mélange d'incrédulité et de prudence. Et si vous perdez votre poste? Et si vos actionnaires s'opposent? Je prends ce risque, mais je ne peux plus reculer. C'est une décision que j'ai prise en tant qu'homme, pas en tant que dirigeant. Théo se redressa. Est-ce que je pourrais aider d'autres enfants après? Laurent esquissa un sourire sincère. C'est exactement ce que j'espère. Ce jour-là, autour de cette table, quelque chose changea. Il n'y eut pas d'accord formel, pas de promesse signée. Mais il y eut un consentement silencieux à aller plus loin, ensemble. La vérité avait été dite. Elle n'effaçait pas les doutes, mais elle ouvrait une voie droite, difficile mais désormais partagée. Les jours qui suivirent la rencontre dans le petit café du quartier Montplaisir furent marqués par un changement d'attitude chez Laurent. Jusque-là, son engagement envers Théo et Élodie s'était développé à l'abri des regards, en marge de ses responsabilités professionnelles. Il avait agi avec discrétion, déterminé à éviter toute récupération ou interprétation stratégique de ses gestes. Mais après avoir dévoilé la vérité à la mère et au fils, quelque chose en lui s'était consolidé. Il ne s'agissait plus de simples actes isolés, dictés par l'émotion. C'était désormais un projet structuré, cohérent et prêt à être exposé à la lumière. Il convoqua une réunion du comité exécutif de Morotech. Tous les membres furent invités à se rendre dans la salle principale du siège, au dernier étage, où les grandes décisions de l'entreprise prenaient forme. Autour de la table ovale, une douzaine de dirigeants, hommes et femmes, attendaient les dossiers stratégiques habituels. Fusion, acquisition, bilan financier, projets technologiques. Aucun d'eux ne s'attendait à ce que Laurent ouvre la séance avec un sujet humanitaire. Il prit la parole calmement, sans détour. Il exposa son projet de création d'un programme social financé en partie par l'entreprise, destiné aux enfants en situation de grande précarité, avec un accès prioritaire au logement, au soutien éducatif et à l'accompagnement psychosocial. Il ne parla pas de Théo directement, mais ses mots portèrent la trace visible de cette rencontre. Il présenta les coûts estimés, les partenariats envisagés avec des structures existantes, les bénéfices indirects pour la communauté et surtout la responsabilité morale que pouvait assumer une entreprise de leur envergure. Les premières réactions furent silencieuses. Puis vinrent les objections. L'une des directrices financières exprima son inquiétude quant à l'impact budgétaire du projet, surtout dans un contexte économique instable. Un autre membre, responsable du développement à l'international, s'interrogea sur la pertinence d'un engagement local dans une entreprise à vocation globale. Un troisième, plus cynique, suggéra qu'un tel projet serait perçu comme une opération de communication déguisée et que cela pourrait entacher la neutralité technologique de Morotech. Laurent les écouta sans réagir. Puis il répondit point par point. Il expliqua que l'entreprise n'était pas en danger financier, que la part du budget alloué à ce projet représentait moins d'0,5% des dépenses globales. Il insista sur le fait que, justement, parce que Morotech était présente dans plusieurs pays, elle avait une obligation d'exemplarité. Il refusa l'idée d'une neutralité déconnectée du réel, affirmant que la technologie devait être au service de l'humain et que le progrès n'avait aucun sens si les plus fragiles en restaient exclus. Mais l'opposition restait forte. Plusieurs administrateurs craignaient un précédent. Si l'entreprise commençait à financer des actions sociales, d'autres causes suivraient. Où fixerait-on la limite? Comment éviter l'effet d'entraînement? D'un ton calme mais ferme, Laurent trancha. Il ne demandait pas l'avis du comité sur l'opportunité morale du projet, mais son feu vert sur les modalités techniques de mise en œuvre. C'était une décision qu'il assumait en tant que président-directeur général. Le ton monta brièvement. Des voix s'élevèrent. Certains exigèrent un vote. Laurent accepta. Le résultat fut serré. 5 voix contre, 6 pour, une abstention. Le projet était approuvé, mais de justesse. Le message était clair. Il n'aurait pas de seconde chance. Le moindre écart, le moindre faux pas, et le projet pourrait être suspendu. Laurent sortit de la réunion avec un goût amer dans la bouche. Il venait d'obtenir ce qu'il voulait, mais sans l'adhésion sincère de ses collaborateurs les plus proches. Claire le retrouva plus tard dans son bureau. Il était seul, assis dans le noir, les stores tirés. Elle n'avait jamais vu son visage aussi fermé. « Vous avez gagné », dit-elle. « Non, j'ai acheté un peu de temps.
Rien de plus. Elle comprit. Il ne cherchait pas à gagner un vote. Il voulait que ses pairs comprennent, qu'ils partagent cette conviction. Mais ils restaient enfermés dans leur schéma, dans leurs calculs. Lui, il avait franchi une ligne invisible. Il n'était plus uniquement un chef d'entreprise. Il était devenu un homme qui prend des décisions pour des raisons humaines. Et ce type de décision ne s'intègre pas facilement dans les tableaux Excel. Dans les jours qui suivirent, la mise en place du programme commença. Un local fut loué dans le 8e arrondissement, à proximité des transports et des écoles. Des éducateurs furent contactés. Une ancienne assistante sociale accepta de piloter le dispositif. Le nom temporaire du projet fut validé. Initiative Horizon. Des prospectus furent discrètement distribués dans les centres d'accueil, dans les écoles des quartiers concernés. Aucun logo de Morotech n'y figurait. Laurent tenait à ce que l'aide ne soit pas associée à une image commerciale. Théo fut le premier à y être inscrit. Il visita les lieux avec Élodie. Il y avait une salle de travail, des livres, un petit espace de jeu, un bureau d'écoute. Il ne dit rien, mais ses yeux brillaient d'une forme de curiosité qu'on ne lui avait pas vue depuis longtemps. Élodie resta plus réservée. Elle remercia, mais resta en retrait. Elle observait chaque détail, chaque mot prononcé. Elle attendait de voir combien de temps cela durerait. Laurent, de son côté, continua à porter le projet tout en gérant la pression croissante au sein de son entreprise. Des murmures circulaient, certains actionnaires posèrent des questions. Des médias spécialisés avaient remarqué des mouvements budgétaires inhabituels. Le service de communication fut contraint de rédiger une note interne pour prévenir d'éventuelles fuites. Ce fut le début d'un bras de fer silencieux. Le vrai défi n'était pas de mettre en place une structure, c'était de la maintenir vivante, de la protéger des logiques économiques impitoyables. Et Laurent savait qu'il allait devoir se battre sur deux fronts, celui du monde extérieur et celui, plus insidieux, de son propre conseil d'administration. Mais il était prêt, parce qu'il avait vu dans les yeux de Théo quelque chose qu'aucune courbe de croissance ne pouvait offrir, un avenir possible. 2 semaines après le lancement officiel de l'initiative Horizon, alors que le programme commençait à prendre forme sur le terrain, un événement inattendu vint brutalement fragiliser l'équilibre précaire que Laurent avait réussi à instaurer entre sa fonction de dirigeant et son engagement social. Tout commença par un article publié en ligne sur un site spécialisé dans les enquêtes économiques. Le titre, volontairement provocateur, parlait d'un projet humanitaire financé par des fonds liés à une opération litigieuse de la Morotech. En quelques heures, le lien fut partagé sur les réseaux sociaux, repris par plusieurs blogs influents, puis diffusé dans la presse traditionnelle. Le cœur de l'accusation remontait à un ancien partenariat de Morotech avec une filiale étrangère, dissoute plusieurs années auparavant. À l'époque, l'affaire n'avait pas fait grand bruit. Un projet d'optimisation fiscale via une société écran basée dans un pays à la législation favorable. Aucune plainte n'avait été déposée, aucun acte illégal formellement reconnu. Mais l'article insinuait que certains fonds issus de cette opération avaient pu servir à alimenter, indirectement, l'initiative Horizon. Aucun élément concret n'était présenté, mais la simple suggestion suffisait à enflammer les spéculations. Au siège de Morotech, la réaction fut immédiate. Le service juridique convoqua Laurent. Le conseil d'administration demanda une réunion d'urgence. Les investisseurs, inquiets, exigèrent des explications. Le climat devint soudainement tendu, presque hostile. Certains membres du comité exécutif, jusque-là silencieux, prirent la parole pour remettre en question la pertinence d'un engagement social porté par une entreprise cotée. Les mots « transparence », « intérêt des actionnaires » et « conformité » furent martelés avec insistance. Laurent sentit que le vent avait tourné. L'espace de manœuvre qu'il s'était frayé avec difficulté était en train de se refermer. Il tenta de se défendre avec fermeté. Il expliqua que les fonds alloués à l'initiative Horizon provenaient d'un budget parfaitement identifié, contrôlé, séparé de tout projet passé. Il proposa une vérification complète des comptes, ouvrit les registres, mit à disposition toutes les pièces comptables. Mais cela ne suffisait plus. Le soupçon, une fois semé, avait contaminé le jugement de plusieurs administrateurs. La logique n'avait plus sa place. C'était l'émotion, la peur de la réputation qui gouvernait. Le conseil d'administration, réuni dans une session exceptionnelle, proposa une mesure conservatoire.
Laurent serait temporairement suspendu de ses fonctions, le temps de faire toute la lumière sur les faits. Une manière polie de le mettre à l'écart sans assumer un renvoi définitif. Il assista, impuissant, au vote. La majorité fut atteinte. Il dut quitter la salle sous le regard de ses collaborateurs, certains gênés, d'autres soulagés. La nouvelle se répandit en quelques heures dans les milieux économiques. Le départ temporaire de Laurent Moreau fut commenté comme une possible transition de pouvoir. Les spéculations allèrent bon train. Certains évoquaient une fatigue personnelle, d'autres une prise de recul stratégique. Les plus cyniques y voyaient l'échec d'un homme qui avait voulu mêler morale et entreprise. Mais les conséquences les plus brutales furent ailleurs. Avec l'éviction de Laurent, le financement de l'initiative Horizon fut immédiatement gelé. Les équipes sur le terrain reçurent l'ordre de suspendre les nouvelles inscriptions. Les prestataires furent mis en pause. Le local du 8e arrondissement resta ouvert, mais sans certitude sur les semaines à venir. Les familles accompagnées furent informées que le soutien serait limité, le temps que la situation se clarifie. En d'autres termes, tout pouvait s'arrêter d'un jour à l'autre. Élodie fut l'une des premières à être prévenue. Elle reçut un appel puis une lettre. Le ton était neutre, administratif. L'aide au logement continuait, pour le moment. Mais le soutien éducatif, les activités périscolaires, les visites à domicile, tout cela était suspendu. Théo, qui avait commencé à retrouver un rythme stable à l'école, sentit immédiatement le changement. Les intervenants ne venaient plus. Les rencontres hebdomadaires avaient disparu du calendrier. Le centre semblait figé, comme mis sur pause sans explication. Quand sa mère lui lut la lettre, il resta silencieux. Puis il se leva, alla chercher la première lettre qu'il avait écrite, celle que le vent avait portée. Il la déplia avec précaution, la relut lentement. Puis il déclara d'une voix posée « Je vais en écrire une autre ». Élodie, d'abord surprise, tenta de l'en dissuader. Elle lui dit que ce n'était pas la solution, qu'il ne pouvait pas toujours compter sur des lettres et des inconnus. Mais Théo insistait. Ce n'était plus une demande, c'était une décision. Il avait vu ce que le geste d'écrire avait provoqué, et maintenant que tout menaçait de s'effondrer à nouveau, il savait qu'il devait réagir. Mais cette fois, il n'écrivit pas au Père Noël. Il écrivit à un journal local. Il raconta son histoire, avec ces mots. Il parla de la rue, de l'hôtel, du logement, de la visite de Laurent, de l'initiative Horizon, des aides qui avaient tout changé. Il expliqua comment tout cela était en train de s'arrêter, non pas à cause d'une faute, mais à cause d'une rumeur. Il demanda qu'on écoute. Pas qu'on l'aide, pas qu'on le plaigne. Juste qu'on écoute ce qui se passe quand une promesse est suspendue, quand une main tendue est brusquement retirée. Il donna la lettre à sa maîtresse qui la lut émue, puis contacta un ami journaliste. En quelques jours, le texte fut publié d'abord en ligne, puis dans la version papier du journal. L'effet fut immédiat. Des lecteurs réagirent. Des messages de soutien affluèrent. Des figures locales prirent la parole. Le nom de Laurent réapparut, cette fois lié à l'histoire d'un enfant qui parlait simplement, sans détour, et qui refusait de voir le projet sombrer dans l'oubli. Ce fut le début d'un nouvel élan. Un souffle qui venait d'en bas, du terrain des citoyens, et qui allait bientôt remettre en question bien plus que le simple gel d'un programme. Le samedi matin suivant la publication de la lettre de Théo dans le journal local, les bureaux du quotidien régional furent submergés d'appels, de courriels et de lettres manuscrites. Le texte, simple et direct, avait touché un nerf sensible. Ce n'était pas un article d'opinion, ce n'était pas une analyse politique ni un manifeste militant. C'était un témoignage, celui d'un enfant qui avait vu sa vie basculer 2 fois, une première fois dans l'abîme, une seconde fois dans une tentative de reconstruction, aujourd'hui menacé. Le journaliste qui avait reçu la lettre, un homme d'expérience nommé Antoine Muller, avait fait le choix de publier le texte tel quel, sans correction, sans retouche. Il avait seulement ajouté un court encadré pour contextualiser l'histoire, expliquant qui était Laurent Moreau, ce qu'était l'initiative Horizon et pourquoi le projet avait été suspendu. Mais la vraie force de l'article ne venait pas des faits. Elle venait des mots de Théo, de cette phrase notamment qui fit le tour des réseaux sociaux en quelques heures. « Je ne demande pas de cadeau, juste qu'on ne nous oublie pas maintenant qu'on a commencé à espérer. » L'impact fut immédiat. Des associations de quartier relayèrent l'article. Des enseignants, des parents d'élèves, des travailleurs sociaux partagèrent la lettre dans leur cercle. Des tribunes furent publiées dans d'autres journaux.
Des émissions de radio contactèrent le journal pour organiser des entretiens. Le nom de Théo circulait partout, mais ce n'était pas lui la vedette. C'était l'histoire. Une histoire que trop de gens reconnaissaient. La pression médiatique atteignit très vite le siège de Morotech. Le service de communication débordé tenta d'étouffer l'affaire. Mais chaque tentative de minimisation ne faisait qu'alimenter davantage la curiosité du public. Les actionnaires, jusqu'ici inquiets des répercussions financières du projet de Laurent, commencèrent à percevoir une autre réalité, celle d'une entreprise soudainement associée à une initiative sociale sincère, portée par un enfant crédible et courageux. Face à cette vague d'opinion, le conseil d'administration dut réagir. Une session extraordinaire fut convoquée. Les membres les plus critiques de Laurent s'étaient retrouvés isolés. Même ceux qui avaient voté pour sa suspension comprirent qu'ils avaient mal anticipé l'effet que la lettre produirait dans l'opinion publique. Ce n'était plus une affaire interne, c'était devenu un sujet national. Et l'entreprise, par peur de mauvaise publicité, n'avait plus d'autre choix que de corriger le tir. Claire, toujours en contact avec Laurent malgré son exclusion temporaire, l'informa de la réunion prévue. Il n'était pas enthousiaste, il ne croyait pas au repentir soudain, mais il savait que ce moment serait décisif. Il se présenta au siège vêtu simplement, sans arrogance, sans défense. Lorsqu'il entra dans la salle, il ne demanda pas à récupérer son poste. Il se contenta de relire à haute voix quelques passages de la lettre de Théo. Puis il se tut. Il n'eut pas besoin d'argumenter davantage. Ce fut un autre administrateur, un vétéran de la boîte, qui prit la parole pour dire que l'entreprise avait commis une erreur en sacrifiant l'un de ses projets les plus prometteurs sous la pression du doute et de la peur. Un vote fut organisé. Cette fois, la majorité fut écrasante. Laurent fut réintégré dans ses fonctions. Le gel de l'initiative Horizon fut levé dans l'heure qui suivit. Mais Laurent ne célébra pas cette victoire. Il ne retourna pas immédiatement à son bureau. Il demanda à rencontrer Théo et Élodie. Il voulait leur parler, non pas comme un dirigeant restauré dans ses droits, mais comme un homme qui avait été sauvé par le courage d'un enfant. Ils se retrouvèrent dans le local du 8e arrondissement, là même où tout avait commencé. Laurent s'assit en face de Théo, posa sur la table un exemplaire plié du journal et dit simplement « Tu m'as sorti d'un endroit très sombre. » Pas en criant, pas en m'attaquant, juste en disant la vérité. Théo ne répondit pas tout de suite, puis il demanda « Et maintenant, ça recommence ?» Laurent sourit, fatigué mais sincère. « Non, maintenant ça continue. » Les jours suivants furent intenses. Les médias demandèrent des interviews, mais Laurent refusa toutes les invitations. Il n'y eut pas de conférence de presse, pas de photos officielles. Il donna pour consigne à son équipe de concentrer les efforts sur le développement du programme. L'initiative Horizon fut réactivée avec des moyens renforcés. Le local du 8e arrondissement fut agrandi. 2 nouveaux sites furent ouverts en périphérie. Des éducateurs supplémentaires furent recrutés. Le programme intégra un volet psychologique pour les enfants ayant connu des traumatismes liés à l'itinérance. Théo, bien que jeune, fut invité à participer aux premières réunions de réflexion sur l'évolution du projet. Pas pour faire joli, mais parce que son avis comptait. Il proposa que les enfants accompagnés puissent écrire eux-mêmes, chaque mois, une lettre collective pour raconter ce qu'ils vivaient, ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils espéraient. L'idée fut adoptée. Élodie, de son côté, retrouva un équilibre plus solide. Avec un logement stable, elle reprit contact avec un centre de formation, s'inscrivit à un programme de reconversion professionnelle. Elle choisit de devenir médiatrice sociale, motivée par son expérience et par l'envie de tendre à son tour une main à ceux qui vivaient ce qu'elle avait traversé. Laurent, lui, continua à mener Morotech, mais différemment. Il réorganisa ses priorités, délégua davantage les aspects purement commerciaux et fit de l'initiative Horizon une mission permanente au sein de l'entreprise. Le projet cessa d'être une exception. Il devint une partie intégrante de l'identité de Morotech. Cette transformation ne fut pas immédiate. Elle fut progressive, fragile, mais sincère, et elle reposa sur un enchaînement d'événements qui auraient pu, à tout moment, dérailler. Mais ce qui fit la différence, ce ne furent ni les budgets, ni les titres, ni les communiqués. Ce fut une lettre écrite à la main par un garçon de 9 ans. Une lettre qui, sans le savoir, avait redonné à une entreprise un sens qu'elle croyait avoir perdu. 6 mois s'étaient écoulés depuis la réintégration de Laurent Moreau
à la tête de Morotech, et la relance officielle de l'initiative Horizon. Ce qui avait commencé comme un projet modeste, presque fragile, s'était transformé en un réseau d'aide structuré, opérationnel et respecté dans la métropole lyonnaise. 3 centres supplémentaires avaient ouvert leurs portes dans les arrondissements les plus touchés par la précarité infantile. Des partenariats solides avaient été noués avec des écoles, des associations, des organismes de formation. Le programme, au départ conçu pour accueillir une poignée d'enfants, accompagnait désormais plus de 150 familles, avec un suivi pédagogique, psychologique et logistique individualisé. Le changement le plus marquant ne se mesurait pourtant pas en chiffres, mais en atmosphère. Dans chaque centre, les enfants circulaient avec une liberté nouvelle. Ils n'avaient pas à justifier leur présence. Ils étaient accueillis avec respect, écoutés, considérés. Théo, parmi eux, était devenu une sorte de figure discrète, pas un héros, mais un repère. Les plus jeunes le suivaient naturellement. Les éducateurs disaient de lui qu'il ne parlait pas beaucoup, mais que chacun de ses mots comptait. Il ne cherchait pas la lumière. Il se tenait là, au milieu des autres, toujours à l'écoute, toujours à apprendre. Un jour de mai, dans le centre principal du 8e arrondissement, eut lieu l'inauguration officielle du nouveau bâtiment. Contrairement aux habitudes du secteur, la cérémonie ne fut ni grandiloquente ni décorative. Pas de ruban symbolique, pas de discours interminable. Juste une salle remplie de familles, d'enfants, de bénévoles, de partenaires, tous réunis pour marquer un passage. Laurent monta sur l'estrade, habillé simplement, tenant en main un dossier de feuilles qu'il posa sans les lire. Il se contenta de dire quelques phrases, les mêmes qu'il répétait à ceux qui lui demandaient pourquoi il avait lancé tout cela. On a souvent l'impression que changer une vie, c'est un projet immense. Moi, j'ai appris que ça commence parfois par écouter une phrase et décider de ne pas l'ignorer. Puis, il invita Théo à le rejoindre. L'enfant monta calmement, tenant à la main une nouvelle lettre, mais cette fois écrite pour être lue en public. Sa voix était ferme, posée, sans effet de style. Merci à ceux qui n'ont pas eu peur de croire à une lettre écrite par un enfant, et merci à ceux qui ont choisi de transformer cette lettre en action. Ce n'est pas fini. Ce n'est jamais fini. Mais aujourd'hui, on a un endroit, une table, un cahier, un lit et un futur. L'assemblée resta silencieuse un instant. Pas par solennité, mais par respect. Puis les applaudissements vinrent, sincères, calmes, pas démesurés. Ce jour-là, aucun enfant ne fut invité à se taire, aucun adulte ne se sentit supérieur. C'était un moment d'égalité réelle, rare, sans discours moralisateur, ni regard condescendant. Après la cérémonie, les invités se dispersèrent dans les salles du centre, découvrant les ateliers, les coins lecture, les cuisines partagées. Élodie, appuyée contre un mur, observait son fils discuter avec d'autres enfants, à l'aise, souriant. Elle ne l'interrompit pas. Elle savait ce qu'il avait traversé. Et elle savait aussi que, désormais, il n'était plus défini par ce passé. Il avançait. Elle, de son côté, avait finalisé sa formation de médiatrice sociale. Elle travaillait maintenant à mi-temps dans un des centres, accompagnant les nouvelles familles, les aidant à remplir les formulaires, à se repérer dans les méandres administratifs. Elle connaissait chaque étape, chaque peur, chaque doute. Elle n'expliquait pas. Elle comprenait. Et cela faisait toute la différence. Laurent, pour sa part, n'avait pas modifié ses ambitions professionnelles. Morotech continuait de croître, d'innover, de conclure des partenariats à l'international. Mais quelque chose avait changé dans la manière dont il dirigeait. Il posait davantage de questions. Il écoutait plus longtemps. Il mesurait l'impact humain de chaque décision. Il avait compris que l'autorité n'était pas seulement une affaire de compétences, mais aussi de responsabilité morale. Le projet, rebaptisé officiellement Institut Futur pour Théo, devint un symbole, non pas une vitrine, mais un modèle. D'autres entreprises vinrent observer, comprendre, s'inspirer. Des collectivités locales, jusque-là frileuses, commencèrent à réfléchir à des collaborations durables. Le monde ne changeait pas en un jour. Mais ici, à Lyon, quelque chose avait bougé. Et ce mouvement ne venait pas du sommet. Il était né d'une lettre portée par le vent, tombée par hasard, ramassée sans intention, mais transformée par une décision, celle de ne pas l'ignorer. Théo, quelques mois plus tard, fut invité à s'exprimer dans une rencontre scolaire organisée avec des enfants d'autres quartiers. Un des intervenants lui demanda ce qu'il voulait faire plus tard. Il ne répondit pas tout de suite.
Puis il leva les yeux et dit simplement « Je veux créer des choses, avec des ordinateurs, mais pas seulement pour vendre, pour aider, pour réparer, pour que d'autres aient une maison chaude et un peu de paix. » L'enseignant nota sa réponse dans un coin de cahier. Plus tard, elle relut cette phrase plusieurs fois. Elle la trouva simple, belle, essentielle, comme une promesse. Pas seulement celle d'un avenir, mais celle d'un présent en construction, et d'un monde qui, parfois, sait écouter quand une voix dit « Je n'ai besoin que d'un peu de paix ».